Placé à présent au magazine de ce 13h, la peste porcine africaine sévit en ce moment en Côte d'Ivoire, dans certaines villes. Y a-t-il lieu de s'inquiéter? Quelles sont les mesures prises pour faire face à la maladie? Autant de questions et bien d'autres qui seront abordées au cours de ce magazine du dimanche avec notre invité, le docteur Kalo Vessali. Docteur Kalo Vessali, qui est directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques. Docteur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors docteur, on parle de peste porcine africaine. Cette maladie, elle ne touche que l'Afrique, on ne la retrouve que sur le continent africain. On l'appelle peste porcine africaine parce qu'à l'origine, elle vient de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on la retrouve sur plusieurs continents. En Europe, en Asie et même dans les Caraïbes. Donc la maladie s'est propagée sur pratiquement tous les continents. Alors quelles sont les caractéristiques de cette maladie? Alors, c'est une maladie d'abord virale, qui est due à un virus et qui est hautement contagieuse. Elle est hautement contagieuse dans la population porcine, c'est-à-dire les porcs domestiques et les porcs sauvages. Et donc, elle peut atteindre un taux de mortalité de 100%. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'elle arrive dans une exploitation, au bout de 5 jours, vous pouvez perdre la quasi-totalité de vos porcs. Et cette maladie-là, elle est vraiment spécifique aux porcs. Elle n'est pas transmissible à l'homme. Et la difficulté dans la peste porcine, c'est qu'il n'existe pas de traitement spécifique, il n'existe pas non plus de vaccin. Par conséquent, la méthode la plus idoine, c'est les mesures sanitaires strictes. Alors docteur, à quel signe peut-on reconnaître une bête qui souffre de cette maladie? S'il y a des signes apparents. Il y a des signes apparents, mais qui peuvent être très rapides. Dans la forme aiguë, vous n'avez aucun signe. Le matin, vous avez observé vos porcs, vous revenez à 17h, ils sont tous morts. Ça, c'est une forme aiguë. De mort subite. Mort subite. Ça, c'est un signe d'alerte fondamental. Par contre, il peut avoir une forme moins rapide, avec une perte d'appétit au niveau des animaux, des rougeurs sur le corps et des mortalités commencent à suivre, progressivement jusqu'à atteindre 100%. Donc c'est vraiment la mort subite, des taches de rougeur et des mortalités inhabituelles dans votre exploitation qui doivent attirer l'attention des éleveurs. Alors comment l'éleveur pourrait s'y prendre pour justement veiller à ce que son bétail ne soit pas affecté par ce virus en termes de contrôle? Est-ce qu'il doit se réveiller tous les matins, aller vérifier l'état de son cheptel? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à lui en termes de suivi? Oui, très belle question. Vous voyez, l'élevage est un métier. Il faut apprendre à être éleveur. Et l'élevage commence par la conception du bâtiment d'élevage. Si vous concevez mal le bâtiment, vous n'allez pas pouvoir gérer les entrées et les sorties de votre exploitation et vous n'allez pas pouvoir nettoyer et désinfecter correctement l'exploitation. Donc, du coup, le risque d'introduction devient élevé. C'est pour ça que nous demandons aux éleveurs de mettre en œuvre des mesures de biosécurité qui commencent par la conception. Donc, le premier principe, c'est l'isolement de votre exploitation. L'exploitation doit être isolée par une barrière physique. C'est pour ça qu'on demande de clôturer l'exploitation ou bien très éloignée d'autres élevages parce qu'il faut un minimum de distance entre deux fermes. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a le contrôle des entrées. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de votre exploitation? Tout ce qui rentre doit être propre. Les personnes qui rentrent, les personnes étrangères n'ont pas accès à un élevage. C'est que les professionnels de cet élevage-là qui doivent avoir accès. Et avant d'entrer, il faut se changer. Il y a la tenue de ville et il y a la tenue de travail. Il faut se désinfecter les mains. Vous voyez, une exploitation d'élevage doit avoir au moins un dispositif de lavage des mains, au moins un minimum de vestiaire pour qu'on puisse enlever tout ce qui vient de dehors et pénétrer dans l'exploitation. Pourquoi toutes ces mesures drastiques? Parce que quand vous avez affaire à une maladie comme la peste porcine, où le virus il est assez résistant dans le milieu extérieur. Alors donc même la matière fécale, vous allez patauger dans la matière fécale, vous visitez une ferme et vous sortez dans votre paire de bottes, vous avez quelques matières fécales. Si vous allez dans une autre ferme et qu'il n'y a pas de pédiluve, c'est-à-dire d'endroit pour se laver les bottes avant de pénétrer dans cette exploitation, vous allez introduire le virus dans cette exploitation. Là, on parle justement du mode de transmission de ce virus, n'est-ce pas? Très bien. Alors donc le mode de transmission, il est classique. Il peut être direct,
c'est-à-dire d'un animal sain, c'est-à-dire l'animal est sain, quand il côtoie un animal malade, il y a une transmission directe. Donc, du malade Côtoyer, à côtoyer. l'animal. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par côtoyer? Côtoyer, je vous donne un exemple simple. Beaucoup d'éleveurs, ils veulent améliorer la performance de leurs animaux. Et ils ont découvert que chez le voisin, il a un très bon verra qui donne des petits qui grossissent très rapidement. Alors, ils décident d'emprunter le verra du voisin pour l'introduire dans sa ferme. Mais pour ça, il faut connaître le statut sanitaire de cet élevage. Est-ce que l'élevage là est suivi par un vétérinaire? Est-ce que le statut de l'élevage est indemne? Alors donc, vous prenez un animal qui peut être en incubation pour dire que on peut faire la maladie, on peut avoir le virus sans exprimer la maladie pendant 7 à 15 jours. Et donc, si vous êtes dans cette période-là, vous allez prendre un animal porteur, l'introduire dans votre ferme. Donc, il va côtoyer vos animaux qui sont sains. Et en ce moment-là, vous pouvez faire la maladie. Et deuxième chose, très dangereuse, dans le mode de transport, il peut être indirect. C'est-à-dire, ce n'est pas les animaux malades qui viennent contaminer vos animaux. Ça peut se faire par l'homme qui devient un vecteur. C'est-à-dire un homme qui part, celui qui part par exemple acheter des porcs de ferme en ferme, il rentre dans une ferme qui n'a pas de mesures de biosécurité, donc il transporte le virus dans une autre ferme parce que pendant les achats, il a besoin de voir les animaux, voir quelles sont les tailles des animaux avant de discuter le prix. Ce qui est très dangereux comme attitude à faire. Donc il y a la forme directe et la forme indirecte. Un autre élément très important, c'est la nutrition, les aliments. Beaucoup d'éleveurs nourrissent leurs porcs à partir de restes d'aliments. Et ça nous ramène au premier cas de peste porcine en Côte d'Ivoire, en 1996. C'est à partir d'une poubelle à Cocody, les produits charcutiers, que l'éleveur pose devant certains domiciles, il récupère et il nourrit ses porcs. Et c'est à partir de là qu'on a eu la première flambée. Et quel fut le dénouement, justement, de la première épidémie? La première épidémie, il y a eu plus de 100 000 porcs abattus. Et l'État de Côte d'Ivoire a dépensé près de 1,8 milliard de francs CFA. Et heureusement, avec cette riposte très forte, la Côte d'Ivoire avait réussi à éliminer la maladie. Et donc, de 1996, l'épisode qui a suivi, c'était en 2015. Donc, il y a eu plus de 10 ans d'accalmie, ce qui a permis à la filière de se reconstruire progressivement. Alors, docteur, fort de toutes ces expériences, est-ce qu'au niveau du ministère, des formations sont organisées à l'endroit justement des éleveurs pour les préparer à ce genre de situation? Oui, merci. Ça, c'est une très belle question parce que gérer les urgences réside dans la préparation. Alors, si vous regardez le ministère des Ressources animales aujourd'hui, il y a de nombreuses réformes qui ont été effectuées, notamment des réformes au niveau de la santé publique vétérinaire. Présentez-nous ces réformes. Alors, nous avons d'abord la politique nationale de développement de l'élevage qui a été adoptée en 2022. C'est la nouvelle politique. Et dans cette politique, il y a 5 axes. Et l'un des axes qui est dédié à la santé publique vétérinaire et qui a 2 axes stratégiques, l'amélioration de la santé animale et l'amélioration de la sécurité sanitaire des denrées animales d'origine animale. À travers l'axe stratégique 1 qui concerne la santé animale, aujourd'hui l'État a mis en place ce qu'on appelle la cellule des opérations d'urgence qui permettent de réagir rapidement. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est la mise en place des groupements de défense sanitaire, c'est-à-dire des groupements constitués d'éleveurs et des vétérinaires. Et on le voit, vous prenez la situation à bras-le-corps. Professeur, aujourd'hui, quelle est la situation concrète en Côte d'Ivoire par rapport à cette épidémie? Aujourd'hui, nous sommes passés le 26 juillet. Nous avons détecté le premier cas. Et dans la semaine qui a suivi, les 3 zones, c'est-à-dire Bangolo, Botro et Soubré, ont fait l'objet d'abattage sanitaire. Boaké, Soubré plutôt, c'est 3 exploitations qui ont été, les animaux ont été abattus et assainis, c'est-à-dire désinfection. Le cas de Botro, c'est la même chose. Et à Bangolo, c'était un village, et donc il y a eu de la désinfection. Alors aujourd'hui, on passe d'un risque élevé au stade du risque modéré. Parce que depuis l'assainissement de ces foyers-là, depuis l'abattage sanitaire, aujourd'hui, ça fera environ 9 jours où on n'a plus de nouveaux cas. Donc tous les foyers de contamination sont circonscrits? Les foyers sont circonscrits et nous, on applique la police sanitaire. Et la police sanitaire dit qu'il faut d'abord procéder aux abattages, la désinfection et ensuite la surveillance pendant 6 mois. Donc nous allons surveiller pendant 6 mois avant de décréter
que la maladie est totalement éliminée. On peut donc parler de maîtrise parfaite du terrain par vos équipes? Oui, maîtrise parfaite du terrain par nos équipes, mais aussi par l'implication de l'interprofession avicole, qui dès les premiers moments, ils se sont vraiment impliqués parce qu'ils ont des GDS et c'est les éleveurs qui rapportent les cas. La force d'une intervention, c'est dans la détection rapide. Et donc, c'est parce que les éleveurs sont de plus en plus informés et formés. Et il y a cette collaboration entre le ministère des Ressources animales et des éleveurs qu'il y a beaucoup plus de promptitude et moins de dégâts. Professeur, cette maladie présente-t-elle un danger pour l'homme? Non, je le redis, la peste porcine est spécifique au porc, donc elle n'est pas transmissible à l'homme. On peut rassurer nos amis des Vigorons. Merci de rassurer ces populations qui vous écoutent. Professeur, la viande de porc est une viande très consommée. Doit-on craindre de la voir disparaître sur le marché? Non, pour le moment, il n'y a pas de crainte parce que le mal a été circonscrit. Alors, on ne dira pas qu'il y a zéro risque parce que nous sommes dans un environnement, nous vivons dans une sous-région où la maladie est endémique dans certains pays. Alors donc, pour nous, le plus important, c'est la capacité de réaction face à tout nouveau cas. Alors dites-nous de façon générale, quelles pourraient être les conséquences d'une telle maladie sur l'économie d'un pays? Une telle maladie, je vous vois aujourd'hui, la filière porcine, c'est plus de 600 000 porcs. Alors donc, et nous avons tous les maillons de la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la production du porc jusqu'à la charcuterie, jusqu'à la restauration collective. Alors 600 000 porcs, on a plus de 100 milliards de chiffres d'affaires et plus d'une trentaine de milliers d'emplois. Alors donc, lorsque cette maladie, si on ne maîtrise pas la maladie, ça détruit tout l'effort que l'État a fait pour développer cette filière-là, alors que c'est une filière qui est l'une des filières les plus importantes en matière d'élevage en Côte d'Ivoire. Et ensuite, dans le milieu rural, où les populations pauvres vivent avec les porcs coureurs, ces porcs-là soutiennent ces populations. Beaucoup de populations, que ce soit au nord ou au sud, vivent de culture de rente. Je prends par exemple le cas du cacao ou bien de l'anacarde ou du coton. Mais il y a des périodes, il faut attendre la traite. Mais les phases intermédiaires, lorsqu'un enfant est malade, on peut vendre un porc pour résoudre le problème. À la rentrée, on peut vendre 2 porcs pour acheter les effets scolaires des enfants. Merci, docteur Kalo-Vessali. Je rappelle que vous avez tout à l'heure donc rassuré les populations. La situation est sous contrôle. C'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce 13h, dans le cadre du Dimanche Magazine, nous recevions le docteur Kalo-Vessali, directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques, avec qui nous avons parlé de la peste porcine africaine en Côte d'Ivoire et les risques que cette maladie pourrait avoir sur le développement de l'élevage dans notre pays. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.